Bonjour à tous. Parmi les postes les plus énergivores d'un data center, les systèmes de refroidissement figurent en très bonne place. Alors quels sont les moyens pour optimiser la consommation de ces systèmes de refroidissement? Quels sont les bons conseils que l'on peut donner aux décideurs informatiques? Eh bien, ça fait partie des questions que nous allons poser à nos deux invités du jour. À ma gauche, Stéphane Duprose, bonjour. Vous êtes directeur général de Telecity Group France. Telecity Group France, c'est un des leaders européens des data centers neutres, c'est ça? Telecity Group est le numéro 1 européen des data centers neutres. On appelle neutre, c'est par rapport, c'est qu'on n'appartient pas à un prestataire de service qui fait autre chose. D'accord. Type telco ou intégrateur. La précision est faite. Que data center. Très bien. Et en face de vous, Claude Dos Santos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur commercial de Gerlor. Gerlor, c'est une PME française de 20 personnes. Vous construisez, vous concevez, vous réhabilitez des data centers pour les grandes entreprises. Ça serait un bon résumé de vos activités? Absolument. Bon, très bien. Alors je vais peut-être commencer par vous, tiens, monsieur Dos Santos. Je le disais un petit peu en introduction. Aujourd'hui, c'est impossible d'envisager un nouveau data center sans prendre en compte ces systèmes de refroidissement au niveau de la performance. Pourquoi c'est important, ces systèmes de refroidissement? Qu'est-ce que ça représente sur un data center, peut-être en termes d'énergie, puis de prix aussi, de coût? Si vous voulez, tout le monde est bien d'accord sur l'idée que dépenser de l'énergie pour alimenter des serveurs et redépenser de l'énergie pour les refroidir, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a une perte là, qui paraît un peu évidente, qui semble être un peu évidente pour tout le monde. Donc il est clair que la principale marge de manœuvre que l'on a sur les data centers, c'est le refroidissement. Hein. C'est-à-dire que si on arrive à réduire cette perte énergétique qu'il est nécessaire de fournir pour refroidir les serveurs, on a tout gagné. Hein. Alors on peut aussi gagner sur la chaîne électrique. Hein, c'est sûr qu'on peut optimiser les rendements des transfos, des onduleurs, mais il y a beaucoup moins de marge de manœuvre que sur la partie refroidissement. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de la consommation d'un data center? Ça représente un refroidissement? Le refroidissement, si vous voulez, quand vous avez des data centers qui tournent à des PUE supérieurs à 2, hein, on peut estimer que le refroidissement représente, si on arrive à l'optimiser, on arrive à le descendre vraiment très très rapidement à 6, 1, 7. D'accord, très bien. Donc on voit un petit peu l'ordre de grandeur sur ces Si vous arrivez, pour vous donner un chiffre, hein, si on arrive à descendre le PUE d'un data center de 1,7 à 1,2, on gagne 44 000 € par tranche de 144 000 € annuels par tranche de 100 kW. D'accord. Donc c'est très monsieur conséquent. Qui a un data center de combien de mégawatts? Voilà. Vous voyez ce que ça peut faire à l'année. D'accord. Hein. Stéphane Duprose, vous partagez ce constat. Et puis, peut-être une précision, est-ce que cette problématique, elle concerne les nouveaux data centers ou aussi les data centers existants à rénover? Elle concerne de facto les nouveaux data centers, puisque là, on a la chance de pouvoir travailler sur la conception. Hein. Il est extrêmement important dans un data center de passer beaucoup de temps avant, pour bien réfléchir à comment les choses vont se passer quand on ouvre, mais également quand on fait une deuxième tranche. Et là, tout de suite, on va pouvoir se doter d'équipements qui permettront d'optimiser la consommation et d'ailleurs d'optimiser également le reste de son action en faveur de l'environnement. Typiquement, lorsque je produis du chaud, du froid, lorsque je refroidis un data center, je rejette du chaud. Ce chaud, je peux le donner à quelqu'un d'autre. Oui, pour ça, il faut avoir prévu des équipements qui permettent de le faire, des réseaux qui permettent de le faire, etc. Donc, beaucoup de temps passé en conception là-dessus. Mais on peut également le faire sur la rénovation de data centers, en tentant de remplacer certains équipements par des équipements modernes. On est d'ailleurs en train de le faire aujourd'hui sur un de nos sites à Courbevoie, site qui restera en fonctionnement. Tout ça restera en fonctionnement, on va le rénover en modifiant considérablement les systèmes de refroidissement. Dans la préparation de cette émission, vous me disiez que jusqu'il y a quelques années, 1 kW consommé par le client, ça représentait un autre kilowattheure de refroidissement. C'est même plus que ça. Il y a encore 4-5 ans, la moyenne des data centers en France, la moyenne je dis bien, était constituée d'une manière qui faisait que pour 1 kW consommé serveur, le data center lui-même consommait 1,5. D'accord. Sur ce 1,5, 1 environ était la clim. Donc, en d'autres termes, le refroidissement consommait la même chose que l'IT. Aujourd'hui, sur ce 1,5 qu'on rajoute en plus de ce 1, on le réduit à 0,5. Donc les technologies nouvelles, l'attention qu'on accorde à tout ça, a permis de réduire la partie du data center stricto sensu par 3, divisé par 3.
Très bien. Claude Dos Santos, sur ce sujet, quelles sont très concrètement les sources de consommation? C'est principalement la production de froid, c'est aussi sa distribution froid, ouais. Alors, si vous voulez, on va parler de l'Hacheret un peu. L'Hacheret, c'est, tout le monde connaît, mais on peut rappeler, c'est une association américaine sans but lucratif qui regroupe à peu près 50 000 membres, tous issus alors qui traitent du refroidissement, bien sûr, globalement. Qui intègre des constructeurs, des constructeurs informatiques, des industriels, des utilisateurs. Et concernant les data centers, l'Hacheret donne des plages, recommande des plages d'utilisation pour le refroidissement des systèmes informatiques. En 2004, la plage était 25 degrés. Corrigez-moi si je me trompe, mais ça doit être ça. Et aujourd'hui, elle est de 18 à 27 degrés. Donc ça veut dire que même sans rien toucher dans un data center, à partir du moment où on augmente le point de consigne, on gagne déjà, puisqu'on a moins de froid à produire, donc les systèmes fonctionnent moins et donc ne consomment pas d'énergie. Vous êtes d'accord? On est entièrement d'accord. Encore faut-il avoir prévu la possibilité au moment où on a conçu le data center. Oui, effectivement, pour de monter le point de consigne. Ok. Vous l'avez fait chez vous? Oui. Bon, voilà. Très bien. Donc ça, c'est un point déjà. Deuxième point, cet élargissement de la plage de recommandation permet l'arrivée sur le marché de systèmes qui sont des centrales de traitement d'air, qui avant ne pouvaient pas être utilisées parce que la plage était vraiment trop restreinte. Et aujourd'hui, ces CTA sont adaptés au refroidissement des data centers. D'accord. Donc il y a, je ne sais pas, on en parlera tout à l'heure peut-être, mais... Non, poursuivez, vous avez la parole. Alors, il y a deux modes, il y a le mode direct et le mode indirect. Le mode direct, on prend l'air extérieur, on l'envoie directement, on le traite, et on l'envoie directement à l'intérieur du data center. Alors quand je dis on le traite, ça veut dire qu'on élimine la pollution, les particules. On dépollue toutes les particules, carbone, pollen, etc. Et on ajuste sa température pour que la température soit bien conforme à la plage de recommandation. Alors quand il est trop froid, on le mélange avec de l'air chaud qui revient du data center. Quand il est trop chaud, on le refroidit avec un système, ce qu'on appelle un système mécanique, c'est-à-dire traditionnel. Oui, parce que s'il fait 35 degrés dehors, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais presque, ou du moins dans ce studio, on est obligé quand même de refroidir un peu. Vous voyez, avec un mode comme ça, cette année, franchement, on aurait fait de grosses économies. Oui. Il y a des questions climatiques qui s'ajoutent au sujet. Voilà, donc ça c'est le premier mode. Ça c'est le mode direct. Le mode indirect, l'air extérieur ne communique pas avec l'air du data center. Il est séparé par ce qu'on appelle un échangeur à plaques et l'échange thermique se fait par cet échangeur. Donc l'intérêt, c'est qu'on n'envoie pas de pollution à l'intérieur, donc on est plus sécurisé que dans le mode direct. Donc dans ce cas-là, quand la température extérieure est trop froide, on utilise le même mode, c'est-à-dire qu'on mélange avec de l'air intérieur, de l'air chaud qui revient. Si on a du moins 10, on ne va pas envoyer du moins 10 à l'intérieur du data center, donc on le recycle avec de l'air chaud. Et par contre, quand la température monte, là, on met en place un système adiabatique. Un système adiabatique revient à pulvériser de l'eau sur l'échangeur à plaques de manière à rafraîchir. Et au-delà d'une certaine température, je ne vais pas parler chiffres, mais je crois que c'est au-delà de 30 degrés, on est obligé de mettre en œuvre un système de production de froid, mais sur une partie de la puissance. D'accord. Donc là, on est sur une climatisation plus classique, en fait. Dans ces cas de figure, mais sur une zone centralisée. Alors, dans ce cas de figure-là, on est en adiabatique plus un système de climatisation classique. Oui. Parfait. Donc là, on consomme de l'énergie, bien entendu, mais on va consommer de l'énergie en période de canicule, c'est-à-dire dans certaines régions de France, jamais. Très bien. Voilà. D'où l'importance aussi de la situation des data centers. Oui, aussi. Oui, mais alors, on s'aperçoit
on s'aperçoit qu'il n'y a quand même pas trop d'écart entre l'utilisation de ces principes-là à Lille, à Londres ou à Paris, et l'utilisation dans des pays où il fait chaud. D'accord. Hein. Bon, le PUE varie, mais pas tant que ça. Très bien. Stéphane Duprot, sur cette évolution, on le disait tout à l'heure, il y a encore quelques années, on était sur des chiffres très différents. Toutes ces technologies dont on vient de parler avec Claude Dos Santos, elles sont désormais matures, elles sont très utilisées, elles sont au point. Oui, clairement. On peut se demander d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le free cooling. L'idée, c'est extrêmement simple. C'est utiliser l'air extérieur lorsqu'il est froid pour participer au refroidissement, à son système de refroidissement, au lieu de faire fonctionner l'électricité. Oui. C'est tout bête. Oui, bien sûr. Et on peut se demander pourquoi est-ce que c'est pas arrivé plus tôt. La raison est que les technologies n'étaient pas tout à fait prêtes, qu'il n'y avait pas suffisamment de demande, et que les data centers ont d'ailleurs permis l'explosion de ces technologies par une demande forte en réduction de la consommation des systèmes de refroidissement. Aujourd'hui, c'est parfaitement mature. De nouvelles innovations apparaissent d'ailleurs régulièrement, comme on vient de voir, plusieurs systèmes. Mais c'est utilisé quasi par tout le monde et ça se passe très bien. Il y a différentes variantes et on peut adapter le choix de sa technologie de la thermogénérie qui s'appelle free cooling en free chilling, en free cooling. Alors justement, quelle est la différence? Parce qu'on retrouve souvent ces deux termes, free cooling et free chilling. Oui, juste un petit exercice de sémantique là-dessus. Très bien. Free cooling vient d'être expliqué de manière extrêmement claire. C'est j'utilise l'air extérieur qui n'est pas encore gratuit, sans autres systèmes mécaniques. Je peux l'avoir en direct ou en indirect, ça a été très bien expliqué il y a quelques instants. Free chilling, c'est j'ai un équipement mécanique qui va produire du froid avec des systèmes classiques de type compresseur ou autre, mais plutôt que de consommer sans faire attention à ce qui se passe en air extérieur, il va vérifier si l'air extérieur lui permet de fonctionner moins mécaniquement ou pas. Si c'est le cas, il va utiliser l'air extérieur et donc réduire sa propre consommation électrique liée à sa partie mécanique. D'accord. Là, la question s'adresse un petit peu à tous les deux. En termes optimales, quelle performance on peut atteindre grâce à ces systèmes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut vraiment diminuer sa facture à quelle hauteur? Alors, tout va dépendre de qui est le client du data center. Si vous construisez votre propre data center où vous ne serez que votre propre client, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez et descendre sur des PUE très 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 bas. J'ai entendu dernièrement des gens dire qu'ils ne mettaient pas de clim du tout et qu'ils laissaient l'air extérieur refroidir le data center, auquel cas vous allez tomber sur des consommations de refroidissement quasi nulles. Très faible. Dans le cas de Telecity Group, qui lui a quelque chose comme 3500 clients en Europe, en France on a 3 data centers pour environ 400 clients, vous devez accommoder les requêtes de ces 400 clients, ce qui vous empêche de proposer des solutions, j'allais dire, un peu exotiques. Voilà. Il y a un arbitrage entre la production et la... Néanmoins, on arrive, comme je vous disais, à diviser par 3 la consommation telle qu'elle pouvait être il y a encore 3-4 ans en moyenne en France. Claude Dos Santos, quelle promesse énergétique pouvez-vous faire à vos clients? En termes de PUE, nous on est en train de travailler sur un data center un hébergeur, exploité par un hébergeur. C'est un data center neutre, plus petit que le vôtre, mais qui est destiné à être commercialisé. D'accord. Et on attend un PUE à peine supérieur à 1,2. Très bien, donc là on est vraiment très, très bas. Quel est l'état d'esprit de vos clients aujourd'hui? Parce qu'on le disait, on se demande pourquoi ces technologies n'ont pas été inventées ou même déployées avant. Est-ce qu'aujourd'hui les gens sont sensibles à ces sujets? Est-ce que vos clients vous le demandent? Très sensibles. Et informés peut-être? Oui, très sensibles. Alors ils sont sensibles déjà aux économies d'énergie, Bien sûr. parce que ça se traduit par un gain assez considérable sur le coût d'exploitation. Et puis, comme je vous le disais au début de l'émission, tout le monde est bien d'accord pour dire, quand même, il y a des choses qui ne vont pas, quoi. Amener de l'énergie au serveur pour redépenser de l'énergie pour les refroidir, c'est quand même aberrant. Alors, monsieur disait tout à l'heure, effectivement, on peut récupérer cette chaleur pour l'envoyer, chauffer des bureaux, chauffer une piscine, mais bon,
Encore faut-il avoir une piscine à côté du data center. Vous pourriez proposer une offre couplée data center plus piscine. Des bureaux, ok, mais à chaque fois, nous on a un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. À chaque fois qu'on a voulu faire ça, on s'est heurté à des coûts d'investissement par ailleurs qui sont beaucoup plus importants et un ROI qui n'est pas du tout évident. Oui, justement, j'allais vous relancer, mais peut-être à Stéphane Duprose. Je suis assez triste parfois d'entendre des gens se proclamer green en se disant voilà, j'ai investi dans des équipements qui me permettent de consommer moins d'énergie. Franchement, c'est génial. Ce qui me rend triste, c'est qu'on comprend bien que c'est un intérêt, puisque je vais consommer moins d'énergie, je vais avoir un ROI assez rapide. On a fait sur un site allant dernièrement un investissement d'1 million d'euros qu'on a récupéré, 1 million de livres, qu'on a récupéré au bout d'un an en ROI. Mais c'est uniquement une question d'intérêt. Être green, ça va beaucoup plus loin. C'est suis-je capable d'avoir une approche citoyenne qui me permet d'investir, c'est vrai, où je ne vais pas nécessairement avoir un retour sur investissement direct par rapport à ça, mais je participe de manière citoyenne à quelque chose qui se passe autour de moi, où je paye pour consommer moins, et nous on a payé pour pouvoir donner, sans demander quoi que ce soit en échange, du chaud pour permettre à quelqu'un d'autre de réaliser des économies d'énergie. Et croyez-moi, on le fait très facilement, que ce soit des bureaux, ou tout autre équipement public. Mais est-ce que ce n'est pas aussi votre rôle de sensibiliser vos interlocuteurs en face? Bien sûr, on le fait systématiquement. Mais voilà, après c'est un problème d'investissement. Un client qui ne veut pas investir qui ne veut pas payer plus cher pour baisser sa consommation énergétique, vous savez, on a beau, bien sûr on le fait, mais il y a une volonté qui n'est pas encore tout à fait mature. Très bien. On a beaucoup parlé de la production. Alors, je sais qu'il y a aussi une logique d'utilisation. Alors, sur la conception, même les data centers peuvent permettre d'optimiser ce refroidissement. Alors, je crois que c'est des conceptions qui sont désormais très maîtrisées. Là, je me tourne d'ailleurs vers Claude Dos Santos. Depuis une dizaine d'années, c'est cela? Peut-être pas une dizaine d'années, mais on va dire 5 ans. Le principe, c'est ces allées chaudes, ces allées froides, pour séparer les flux. On va dire que c'est admis depuis 5 ans. Enfin, c'est connu depuis 5 ans. Ça n'est pas encore en place partout. Là encore, il y a un besoin de pédagogie, de psychologie peut-être même. Énormément. Il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail à faire sur la réhabilitation. Il y a encore des data centers qui sont très très mal urbanisés avec des serveurs qui soufflent l'air chaud sur l'avant des serveurs qui sont derrière. Enfin bon, c'est aberrant, quoi. Aujourd'hui, c'est aberrant ça. Mais il y a plein de sites encore comme ça, on en voit, ouais. Stéphane Duprose, sur ce sujet, il y a encore un peu de sensibilisation à faire? Alors, ce n'est pas le cas chez nous. Ouais, il faut comprendre que nous n'avons pas les mêmes clients. Bien sûr. Vous êtes sur des... M. Dos Santos fait référence à des data centers plutôt anciens, sur lesquels il intervient en tant qu'expert, et parfois très bien. Et évidemment, il est amené à avoir des choses qui sont un petit peu anciennes. Au contraire, nous, on est à la pointe des nouvelles méthodes. Et alors, est-ce qu'il y a encore à innover sur ces méthodes de conception? Oui, il y a toujours à innover. L'ennemi, en ce qui concerne l'utilisation de l'air froid, qui arrive par pression le plus souvent du faux plancher, à l'endroit où vous avez mis des trous spécialement pour ça, l'ennemi, c'est l'air chaud qui va revenir. Donc l'air passe à travers le serveur, et en arrière du serveur, là où l'on a une allée chaude, l'air chaud ressort. Et là, vous avez votre allée froide ici qui va envoyer l'air froid. Votre ennemi, c'est empêcher l'air chaud de revenir. Pour ça, vous commencez par, lorsque vous avez des alignements de baies comme ça, vous commencez par mettre un toit et des portes sur le côté. Donc c'est quoi, confinement, on pourrait appeler ça un confinement, un cloisonnement? On appelle ça un couloir thermique. Et ça permet déjà, pour la même efficacité énergétique, de consommer moins. Très bien. Ça peut aller plus loin, puisque dans les baies, les serveurs, entre les serveurs, parfois vous avez des vides parce que le client ne souhaite pas les aligner tous, mais pouvoir les laisser respirer un petit peu. Tout simplement. Nous mettons systématiquement, en accord avec le client, des obturateurs entre les serveurs, de manière à empêcher que l'air chaud revienne entre les serveurs pour pénétrer de nouveau dans le couloir thermique. C'est des éléments auxquels on a réfléchi lorsqu'on a signé, et on a d'ailleurs été le premier opérateur data center en Europe, à obtenir le statut de participant corporate du code de bonne conduite de l'Union européenne pour data center. C'est à travers ces réflexions-là
qu'on a trouvé toutes ces petites idées. Et quand vous dites nous venons, c'est à quel calendrier? C'est des technologies qui existent depuis combien de temps? Des solutions, pardon? Tout sauf une technologie. Des outils ou des... 2 ans. D'accord, très bien. Est-ce que c'est des choses qu'on peut aussi envisager sur des data centers comme ceux sur lesquels vous travaillez? Bien sûr. C'est pas uniquement réservé aux... Je vais dire, une innovation technologique, parce que là, on peut vraiment parler d'innovation technologique, ce qu'on appelle les confinements. Hein, on va pas, les confinements, ça peut être, comme disait monsieur, des portes et un toit. Ça peut être aussi ce qu'on appelle vulgairement des rideaux de boucher, hein, c'est-à-dire des bouts de plastique qui descendent. C'est beaucoup moins élégant, mais... non, mais dit comme ça, c'est moins élégant. Ouais. C'est beaucoup moins élégant, mais c'est tout aussi efficace et ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça, effectivement, nous, on met en place, on essaye d'orienter nos clients vers des solutions comme ça, qui sont des solutions passives et, bon, et somme toute pas très chères, et qui peuvent les faire bénéficier d'économies substantielles. Hein. Ça s'amortit très bien sur le long terme, hein, ces principes de confinement. Mais alors parfois, quand vous arrivez dans des data centers déjà urbanisés, très mal urbanisés, vous n'avez pas... Vous savez, il faut déplacer les baies, il faut les tourner. Hein, une baie qui est mal urbanisée, qui souffle l'air chaud dans les serveurs derrière, il faut pouvoir la tourner, c'est pas toujours faisable. Et ça pose aussi des problèmes de continuité du service, peut-être parfois? Non, mais justement, il n'est pas admissible d'arrêter. Voilà, ouais. Donc ça veut dire qu'il faut faire ça à chaud, c'est compliqué, il faut lever la baie, il faut la tourner. C'est vraiment très compliqué, la réhabilitation de data center en production. Hein. Donc, et pas toujours faisable. Voilà. Hein. Donc, alors après, pour gérer ces problématiques-là, on utilise aussi des outils de modélisation, CFD, qui permettent de, lorsque vraiment on ne comprend pas comment ça peut se passer, parce que des fois c'est vraiment atypique, eh bien on modélise, hein, et on voit quels moyens on peut mettre en place pour éviter ce que disait monsieur, justement, les courts-circuits air chaud, air froid, qui viennent polluer le fonctionnement des clim et les faire fonctionner inutilement, dépenser de l'énergie inutilement. Très bien. Stéphane Duprose, il y a peut-être aussi des innovations un peu plus originales dans le bâtiment qui accueille les data centers. Oui, Je sais qu'on avait parlé, en préparant l'émission, d'isolation, mais aussi même de la couleur du toit. Alors expliquez-nous cette drôle d'idée. Sur notre data center Paris 3 Condorcet, qui a été élu meilleur data center d'Europe par ses pairs, donc c'est pas nous qui le disons, TSI Group a installé un toit en membrane blanche dont le boulot principal est d'empêcher la chaleur d'entrer déjà pour commencer. Parce qu'on dépense, dont on parle aujourd'hui, hein, c'est bien de dépenser de l'énergie, enfin, de réduire sa consommation d'énergie pour empêcher le chaud, pour refroidir. Donc on peut déjà commencer par éviter que le chaud ne rentre par l'extérieur. Et donc, on a une membrane blanche. Ça paraît un détail, mais c'est efficacité considérable. J'ai été amené à faire des conférences à Londres, rien que sur notre toit. Vraiment. Vous l'auriez jamais imaginé. J'aurais jamais imaginé. Non, mais on a eu cette logique de jusqu'au boutiste de la recherche, même de la petite idée innovante pour améliorer ça. Et pour vous donner une idée, lorsqu'on avait la première phase de notre data center déjà en fonctionnement, donc là on est en 2010, la deuxième phase étant complètement séparée, il n'y avait aucun équipement dans cette salle, aucune clim, rien. Il faisait, pendant une semaine en 2010, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a fait au-delà de 30 degrés en juillet, sans qu'il y ait rien dedans. Dans cette salle, il faisait 15 degrés. Très bien. Donc il y a encore plein de petites astuces à trouver comme celle-là. Un impact vraiment important. Bon, Claude Dos Santos, je ne vais pas vous demander si vous voulez repeindre tous les data centers de vos clients en blanc. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, ça montre qu'il y a toujours à innover et à être en perpétuelle recherche. Tout à fait. Parfait. Bon, on restera peut-être sur cette solution amusante puisque le temps passe. Je vous remercie tous les deux pour vos éclairages, vos expertises sur ce sujet un peu technique mais ô combien passionnant du refroidissement. Merci Claude Dos Santos. Merci Stéphane Duprose. Et puis je vous incite évidemment à regarder les 3 autres émissions de ce Web TV Théma spécial Green Data Center sur Cleantech République et sur la Tribune. Merci, à bientôt, au revoir.